Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 14 octobre. Superbe victoire de l'AS Monaco Basket en Euroleague. La Roca Team a dominé le double champion en titre, l'Anadolu Efes, après prolongation. Résumé à suivre dans quelques instants. Puis nous nous rendrons à Madrid, rejoindre l'ambassadeur de Monaco en Espagne, Catherine Fautrier-Rousseau. Avec elle, nous parlerons notamment de la mission du MEB dans la capitale espagnole. Madrid qui sera l'une des étapes du déplacement du prince Albert II, mais avant cela, nous l'avons suivi dans l'archipel des Açores sur les traces de son trisaïeul, le prince Albert Ier. Mieux comprendre la biodiversité marine et son élément, c'est tout l'objectif de la nouvelle mission des explorations de Monaco. L'équipe composée grandement de scientifiques vient de faire escale à La Réunion. Nous serons avec Hervé Claustre, océanographe et directeur de recherche au CNRS. Il nous dira tout sur cette mission. Puis à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir l'exposition Monaco on Stage qui retrace un siècle d'histoire musicale en principauté. Je vous le disais en titre, la Roca Team s'est offert une victoire de prestige sur son parquet hier face à l'Anadolu Efes. Pour sa première européenne dans la salle Gaston Médecin rénovée, le public a pu apprécier un thriller 5 étoiles que vous résume Yannick Debever sur des images d'Orazio Gagino. La Roca Team avait donné rendez-vous à ses fans pour le tout premier match européen de la saison à domicile. Et les Monégasques n'ont pas déçu face à l'Anadolu Efes, double champion en titre de l'Euroleague. Les 10 premières minutes sont en faveur des visiteurs, bien plus adroits que les Monégasques qui balbutient un peu leurs attaques. Le duo Clyburn-Micic est intenable et fait la leçon à la Roca Team qui compte 8 points de retard à la fin du premier quart-temps. L'écart sera vite effacé par un tsunami monégasque. Les Roca Boys sont en folie avec une défense de fer et une attaque de feu. Ils passent un 15-2 à leur adversaire pour prendre l'avantage dans ce match. À la mi-temps, Monaco est devant 36-35. À la faveur d'un nouveau run dans le troisième quart, Monaco grimpe à 7 points d'avance. Mais le Français Rodrigue Beaubois, qui n'avait pas encore inscrit le moindre point, en plante 7 en 1 minute pour permettre à Efes d'être devant de 2 points avant un dernier quart irrespirable. Les moments clés sont réservés aux grands joueurs. Mike James et Will Clyburn, les deux amis, vont se livrer une bataille de nerfs sur ces 10 dernières minutes. Ils inscrivent 8 points chacun et lorsque Clyburn marque à 1 minute 45 de la fin, Mike James répond pour finir le temps réglementaire sur une égalité. Prolongation donc dans ce spectacle démentiel entre deux très grandes équipes. Monaco prend l'avantage tout de suite avec un 6-0 et fera le sprint final en tête. La fin de rencontre se joue sur des lancers francs et à cette bataille, les Monégasques se montrent plus solides. C'est Alpha Diallo, l'homme du match, qui assure la victoire. L'Américano-Guinéen finit avec une ligne de stats exceptionnelle, 15 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 interceptions. I think we matched up well, and the crowd out there was amazing, and you heard it. They were definitely out 6-man, and they gave us a big boost when we needed it. So that was great from the crowd. So we appreciate them for sure. The level of the game, you know, like the toughness, you know, like the tactical solutions, you know, like with all this, you know, like I think we did a great job, you know, like and with a great team spirit, everybody was there and involved. You know, like defense and offense, you know, like we should be happy for this win. Avec cette victoire 95-92, la Roca Team confirme qu'elle a les moyens de ses ambitions et peut, sans complexe, se frotter avec le haut du panier européen. Et retour au championnat pour la Roca Team ce week-end, les joueurs d'Obradovic se déplaceront à Paris pour un match de gala sur le central de Roland-Garros. Nous y serons. De la joie du côté du basket, de la déception en football, l'AS Monaco s'est lourdement incliné 4-0 face à Trabzonspor en Europa League. Malgré cette défaite, les Rouges et Blancs restent encore en course pour la qualification. Il faudra s'imposer sur la pelouse de Ferencváros dans 2 semaines.
Vous le savez, le Monaco Economic Board a repris depuis quelque temps ses missions à l'étranger. Après le Canada, une délégation est actuellement à Madrid pour échanger avec des entrepreneurs hispaniques et saisir les opportunités sur place. L'ambassadeur de Monaco en Espagne nous attend d'ailleurs pour évoquer cette mission. Bonsoir Catherine Fautrier-Rousseau. Bonsoir Émilie. Cette mission du MEB est sous votre égide. Est-ce que l'on peut déjà dresser le portrait économique de Madrid? C'est une ville qui possède une dynamique très positive. C'est effectivement une ville qui possède une dynamique extrêmement positive. On a pu ce matin avoir différentes présentations d'organismes institutionnels chargés de la promotion économique espagnole et plus particulièrement de Madrid. Et je crois que toutes les entreprises qui étaient présentes au cours de cette session d'exposé ont été très surprises justement de voir le dynamisme de la région de Madrid et la position de plus en plus importante que prend l'Espagne et sa capitale sur le marché européen et également comme porte d'entrée sur tout le continent latino-américain. Oui, parce que Madrid a une situation centrale. Qu'est-ce qui fait d'elle la capitale de la 4e économie de l'Union européenne? Je crois que c'est une économie extrêmement diversifiée avec, comme j'ai pu le souligner, une ouverture à la fois vers le continent africain et vers le continent latino-américain. Il faut savoir, par exemple, que énormément d'entreprises d'Amérique latine ont leur siège basé ici à Madrid et font depuis Madrid commerce vers l'Europe et vers l'Afrique. Donc, c'est ça qui a généré, je dirais, un dynamisme croissant. Quels sont les secteurs porteurs d'activité? Alors, il y en a plusieurs, évidemment. L'Espagne est très, très en avance sur toutes les technologies liées à la production de nouvelles énergies. Dans ce domaine-là, elle est très avancée et elle est un des leaders européens, on va dire. Mais pas seulement, c'est aussi une capitale et un pays qui se veut de plus en plus connecté dans l'utilisation donc des nouvelles technologies, le développement de pépinières, de start-up. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour nos entreprises et pour le marché monégasque. Est-ce qu'il y a des opportunités de marché qui se sont dégagées avec la crise? Comment d'ailleurs l'Espagne a traversé ces 2 dernières années? Alors, c'est un peu disparate puisque, comme vous savez, certainement, la crise du Covid a été gérée, à l'image de l'Espagne d'ailleurs, au niveau régional. Donc, certaines régions ont mieux tiré leur épingle du jeu que d'autres. C'est le cas effectivement de la région de Madrid qui, elle, a vu continuer à croître son économie, même pendant le Covid, avec des difficultés évidemment, comme nous l'avons tous vécu. Mais étant donné que les activités n'ont pas cessé ici dans la communauté de Madrid, forcément, ça a été beaucoup plus facile, une fois que la reprise a été amorcée, de pouvoir repartir comme avant la pandémie. Les entreprises monégasques qui sont sur place actuellement lors de cette mission du MEB ont conscience du potentiel que Madrid a à leur offrir? Je pense que maintenant, ils en ont pris conscience, oui. Donc, on l'a tous dit d'ailleurs au cours des différents exposés. Moi, la première, Monsieur Rose également, c'est une première étape, une première rencontre. Ça sera certainement pas la dernière. On a même évoqué très rapidement la venue peut-être d'une délégation économique espagnole en terre monégasque. Donc, non, je crois que les choses vont s'enchaîner très rapidement. Un mot, Catherine Fautrier-Rousseau, sur la visite du prince Albert II en Espagne. Il sera notamment à Madrid pour un déplacement dans les traces de son trisaïeul, le prince Albert Ier, c'est ça? Tout à fait. J'ai tenu à ce que l'ambassade et à ce que Monaco puisse organiser un certain nombre d'événements pour commémorer justement le centenaire de la mort du prince Albert Ier, qui avait construit des liens affectifs et pas que avec la couronne d'Espagne en son temps, puisqu'il était très proche de la reine Isabelle et du roi Alfonso XIII. Et le prince Albert Ier a effectué toutes ses classes dans la marine espagnole, donc il a été décoré à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, une délégation de l'Armada sera présente ce 19 novembre à Monaco pour défiler en son honneur.
Il a également beaucoup œuvré dans différents domaines qu'on lui connaît, qui sont les recherches archéologiques, puisqu'il a notamment œuvré pour découvrir les grottes d'Altamira et les grottes d'El Castillo. Et l'océanographie qui est également très, très importante, puisque le prince Albert Ier est à l'origine de la création de l'Institut océanographique espagnol. Et c'est d'ailleurs cet institut qui va nous recevoir demain pour commémorer le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Oui, une équipe de Monaco Info suivra bien évidemment de près ce déplacement à vos côtés. Merci infiniment, Madame l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Émilie. Et avant de se rendre en Espagne, le prince Albert II s'est rendu dans l'archipel des Açores. On connaissait déjà les liens historiques entre la principauté et Madère, que le prince Albert Ier avait mis en valeur à plusieurs reprises lors de ses campagnes scientifiques. Et bien cette fois-ci, c'est une autre île portugaise qui dévoile son passé avec le trisaïeul du prince souverain. Vanessa Dessy, vous êtes sur place pour Monaco Info. Ancien petit village de pêcheurs, Ponta Delgada est une ville portugaise située dans l'archipel des Açores. Elle est l'une des capitales administratives et le centre économique le plus important de la région. La ville est chargée d'histoire avec son centre pittoresque et ses églises à l'architecture préservant une âme authentique. Les quelques édifices offrent une harmonie sereine et une richesse incroyable. La culture açorienne a traversé les siècles en conservant toutes ses traditions. 100 ans après la disparition du prince Albert Ier, une véritable vie savante, scientifique et universitaire a pris son envol aux Açores. Le Portugal était pour lui considéré comme un ami fidèle de 1873 à 1920. Et c'est dans un accueil très symbolique que le prince Albert II a répondu présent à cette invitation afin de célébrer le travail de son trisaïeul. Albert I was very important to the studies that they are made here in Azores and Ponta Delgada of the oceans and of the weather, and this legacy is very important to us, and Prince Albert has a very important role in maintaining alive this work. It's very important for us to receive the Prince Albert of Monaco, because his work in the sustainability of the environment, it's a concern of everyone. So this visit, he came here to Ponta Delgada. It's an important mark, so can we be together in this big fight against the climate changes. Aux Açores, pas moins de 13 campagnes océanographiques ont été menées par le prince Albert Ier. Cette exposition proposée par le musée Carlos Machado retrace tous ces périples ainsi que l'hommage à l'inauguration de l'avenue Prince Albert Ier en 1904. De nombreux événements marqués également par l'amitié liée au colonel Afonso Chaves. Colonel Chaves était un grand ami de le prince. Ici, au premier musée de Carlos Machado, nous avons une mémoire très vive aux Açores de Prince Albert Ier. Enfin, cette exposition est faite avec les patrimoines du musée. Et on appelle surtout à ces mémoires, à la mémoire affective, les relations du prince avec les personnes. Et il aimait l'Atlantique, il aimait les Açores. Et à l'occasion de ce déplacement princier, le souverain s'est longuement entretenu avec le président du gouvernement régional des Açores. Et nous reviendrons demain sur la suite de ce déplacement princier au Portugal avec notamment l'inauguration d'une exposition à Lisbonne rendant hommage à l'amitié entre deux souverains océanographes, le prince Albert Ier et le roi Carlos Ier du Portugal. La connaissance et la protection du monde marin, il en est toujours question aujourd'hui. Les explorations de Monaco sont de retour avec une nouvelle mission dans l'océan Indien. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Hervé Claustre, directeur de recherche au CNRS et participant à cette mission. Bonsoir. Bonsoir. Première question tout d'abord, pourquoi étudier le sud-ouest de l'océan Indien ? Bon, je dirais qu'il y a plusieurs raisons, mais moi je vais vous donner mes raisons qui font que je suis à bord de ce bateau. En fait, pour moi, c'est une zone de l'océan en général, de l'océan global, qui est finalement des plus inexplorées. Et donc notre équipe en particulier, nous venons ici pour apporter des éléments à la connaissance de cet océan.
C'est une mission très ambitieuse des explorations de Monaco. Expliquez-nous un petit peu les études scientifiques qui y sont menées. Alors, les études scientifiques, elles sont aussi assez diverses d'une certaine façon. Il y a des spécialistes des coraux, mais je pense que certains d'entre eux, vous interagirez avec eux. Nous sommes des spécialistes de l'océan hauturier, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui se passe entre les îles d'une certaine manière. On développe et on déploie un certain nombre de robots qui vont nous donner des informations sur la composition du milieu, les paramètres physiques, par exemple la température ou la salinité de ces océans, et la façon dont cet océan va réagir au changement climatique ou de la façon dont il est en train déjà de réagir au changement climatique. Donc on mesure aussi des éléments qui nous renseignent sur l'état de santé, si vous voulez, de l'océan dans cette partie de l'océan Indien. Donc là, concrètement, vous avez déjà déposé des balises en pleine mer ? Non, nous sommes en train maintenant on a reçu tout notre matériel. C'est la frénésie à bord du bateau parce que le bateau n'est pas encore parti. On part à peu près dans 5-6 heures et il faut qu'on soit prêt d'ici, on va dire 15-18 heures pour déployer nos premières balises dans l'océan Indien, pas très loin de la Réunion. Et au bout de combien de temps vous allez pouvoir collecter ces résultats ? Alors ces résultats, en fait, ces balises, ces flotteurs BGC Argo, comme on les appelle, ils sont très intéressants parce que dès qu'on va déployer le premier flotteur, le premier d'entre eux, il va faire une plongée à 2000 mètres. Il va remonter, il va faire un aller-retour à 2000 mètres, c'est-à-dire 2 km de profondeur, et remonter à la surface. Et on va dire que 24 à 48 heures après avoir déployé ces premières balises, on va avoir les premiers enregistrements qui seront transmis par satellite à nos équipes qui sont restées à terre. Ces explorations de Monaco, c'est vraiment une belle opportunité pour les scientifiques, là. Ah, c'est une opportunité unique parce qu'on a beaucoup de difficultés à accéder à des campagnes océanographiques, notamment dans des endroits comme cette partie de l'océan Indien. Donc pour nous, c'est une opportunité fantastique, c'est-à-dire qu'on va déployer des balises pour notre propre groupe et pour la France en particulier, une vingtaine. Mais aussi, on a nos collègues américains et canadiens qui, d'une certaine manière, ont vu l'aubaine d'avoir à disposition un tel bateau et donc nous envoyer des balises pour qu'on déploie dans tous les parties qui seront explorées pendant cette campagne. Est-ce qu'on pourrait résumer cette mission par ces 3 mots, comprendre, partager et mobiliser? Est-ce que c'est un avis que vous partagez également? Oui, moi ça me plaît beaucoup parce que ce que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est qu'on fait non seulement de la science, j'espère qu'on fait de la bonne science, enfin, j'en suis convaincu d'une certaine façon, mais aussi on a tout un programme éducatif, enfin, nous et puis les explorations de Monaco. Par exemple, nos balises, hier, il y avait une classe de 20 élèves qui est venue adopter, signer sur cette balise et qui vont la suivre pendant tout son voyage scientifique. Donc il y a une dimension éducative et comprendre l'océan et partager cette compréhension, notamment avec les jeunes générations, c'est essentiel pour en faire des citoyens avertis, si vous voulez, pour prendre des décisions plus tard par rapport à la protection de l'océan. Donc je pense que ces missions, je dirais, qui associent à la fois de la science de qualité, je parle ici pour tous les groupes, mais aussi de l'éducatif, c'est vraiment très bien. Là, vous êtes donc à La Réunion. Quel est l'itinéraire maintenant de cette mission? Donc nous allons partir vers le nord-ouest, on va longer assez loin, je ne pense pas qu'on voit Madagascar, et on vise un atoll des îles des Seychelles qui s'appelle Aldabra, où là, et sur ce trajet-là, nos équipes vont déployer des flotteurs, et après le relais sera pris pendant 5 à 6 jours par des équipes qui sont plus, j'allais dire, inféodées, dont la science est inféodée au récif corallien, et qui iront sur cet atoll d'Aldabra, avant que nous nous repartions en direction des Seychelles. Et entre Aldabra et les Seychelles, nous déploierons aussi des balises. On s'arrêtera 2 jours aux Seychelles, et après nous descendrons sur Maurice et nous ferons d'une certaine manière nous entreprendrons le même type d'activité à bord du bateau. Très bien, eh bien on suivra ça de près. Merci infiniment Hervé Claustre d'avoir été avec nous depuis l'île de la Réunion. Merci. Je vous en prie. Depuis sa mise en place en 2018, la commission d'innovation du BTP œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des Monégasques face aux nombreux chantiers de la Principauté. Cet après-midi, et pour la première fois depuis 2 ans, la commission s'est réunie pour faire un point sur les dernières innovations et le développement de la logistique des chantiers. Yannick Debevert et Olivier Bonello y étaient. C'est au sein de la salle tortue du musée océanographique que la commission d'innovation du BTP s'est réunie ce vendredi. Les différents acteurs du privé et du public se sont retrouvés pour la première fois depuis 2020 et une crise sanitaire qui avait mis en pause les réunions.
Aujourd'hui, il est grand temps que nous partagions à nouveau ensemble, que nous retrouvions cette synergie d'équipe au niveau de la commission innovation du BTP sur des thématiques qui me sont chères, celle en fait de l'évolution des technologies au service de bâtiments et de construction toujours d'excellence et d'une meilleure intégration, d'un meilleur équilibre avec le cadre de vie, les nuisances. Et pour répondre à ces problématiques, la commission proposait aujourd'hui l'utilisation d'engins électriques sur les chantiers. Un recensement des entreprises signataires du Pacte national de transition énergétique, ainsi qu'une réflexion sur la coordination de la logistique des différents travaux en principauté. Cette logistique aujourd'hui fait partie des sujets puisque nous avons un réseau de voirie qui est souvent bien saturé et il suffit qu'il y ait quelques véhicules stationnés un peu trop longtemps pour créer des bouchons. Et donc voilà, ce type de problématiques, il faut aussi les anticiper pour justement éviter d'avoir à intervenir en fermant des voies. L'objectif de cette commission est de permettre à Monaco de continuer son développement urbain tout en garantissant le minimum de nuisances pour ses habitants et atteindre à terme une optimisation écologique. La mission pour la transition énergétique est vraiment un bras armé de la politique du gouvernement. On rentre dans un moment de maîtrise de l'énergie, de contexte de crise énergétique. Donc plus que jamais, les acteurs du bâtiment peuvent agir à nos côtés et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. La commission sera appelée à se réunir plusieurs fois dans l'année pour le suivi des différents projets mis en place avec cette vision claire, rendre les chantiers monégasques plus propres. Dans le reste de l'actualité en images, la Villa Paloma a organisé hier un événement autour de son exposition. Christian Bérard, excentrique bébé, l'historienne de l'art Tirza Latimer et l'artiste Nick Maus se sont penchés sur la figure importante que fut Christian Bérard dans le monde de l'art. Je vous rappelle que l'exposition est à découvrir jusqu'à dimanche. Nous tenions à vous parler ce soir d'une association, les Smiley Monaco. Elle fournit notamment des petites mascottes pour rassurer les jeunes patients hospitalisés. Au-delà du réconfort, ces peluches jouent aussi un rôle essentiel de médiation car elles permettent de faciliter le dialogue avec le personnel soignant. L'association a mené dernièrement une opération, sa première journée du sourire, pour récolter des dons et ainsi pouvoir fournir des mascottes à de plus en plus d'institutions. Ce week-end, le Garden Club de Monaco organise son traditionnel concours international de bouquets. Pour la première fois, l'événement aura lieu sur le port de Monaco, au tunnel Riva. Le thème choisi de cette 53e édition est la couleur dans la mode. L'entrée est libre et gratuite. Nous en parlions hier avec notre invité Alex Jaffray. L'exposition Monaco on Stage, 100 ans de concert à Monaco, ouvrira ses portes demain au public à la salle du quai Antoine Ier. L'occasion de plonger dans un siècle de musique en principauté à travers cette exposition immersive. Le reportage de Frédéric Elion, Orazio Gagino et Clélia Renaud. La musique est une expérience, pas une science. Cette citation d'Ennio Morricone résume parfaitement l'esprit de Monaco on Stage, 100 ans de concert à Monaco. Une exposition immersive et surtout un véritable terrain de jeu où le visiteur va vivre la musique, découvrir le patrimoine de la SBM et revivre un siècle de concerts en principauté. Il tenait à cœur de la direction des affaires culturelles de parler aussi de cet aspect culturel de la principauté parce qu'il n'y a pas que la musique classique, il y a aussi le jazz, le rock, la variété qui se sont invités et qui s'invitent toujours sur nos scènes. Des guitares de Jimi Hendrix ou Eric Clapton, des photos qui immortalisent le passage des plus grands artistes en principauté, ou encore la reconstitution de loges, le tout en musique. Cette exposition permet de se plonger dans les coulisses des plus grands spectacles. L'idée directrice, c'est l'idée de la fin. Alex a dit, on va finir sur une scène. Donc je me suis dit, si on finit sur une scène, il faut faire le parcours à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre par l'entrée des artistes et on parcourt les couloirs qu'on ne prend jamais qu'en tant que spectateur. Et ça a été le fil directeur pour, le sens de l'exposition. Monaco on Stage, 100 ans de concert à Monaco, c'est à découvrir du 15 octobre au 31 décembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Il est temps de regarder vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric Elion ?
Le soleil brillera encore toute la journée, Émilie, et ce malgré quelques nuages l'après-midi. Le vent soufflera modérément. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Samedi 15 octobre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Aurélies. Une pensée donc pour toutes les Aurélies. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme cette édition comme nous l'avons débuté, avec la très belle victoire de l'AS Monaco Basket face à l'Anadolu Efes en Euroleague. Photo signée ce soir, Mickaël Alési. À demain, samedi, pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.